Bonjour à tous et bienvenue pour ce 4e numéro de la nouvelle émission de Web TV de la région Auvergne, le rendez-vous avec René Souchon. Donc René Souchon, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en direct de l'Institut d'Auvergne de développement des territoires, un bâtiment entièrement neuf et financé à 100% par la région pour accroître le rayonnement de l'Université d'Auvergne et surtout permettre aux étudiants de se former dans les meilleures conditions. Vous n'êtes pas sans savoir que la région Auvergne a fait de la jeunesse une grande cause régionale et puisqu'on est dans un bâtiment universitaire, c'est également l'occasion de rappeler que depuis hier, la région a mis en place un site internet qui s'appelle Carte Jeune Nouveau Monde pour un dispositif qui, à partir du 2 janvier, permettra à tous les étudiants boursiers, notamment, mais aussi les jeunes demandeurs d'emploi, d'être aidés à hauteur de 200 jusqu'à 600 euros par an, avec un dispositif très innovant que le président, j'imagine, aura l'occasion de présenter. Cette émission est aujourd'hui sous un format exceptionnel puisque le président de la région va débattre face au lecteur du magazine régional, vous le connaissez, l'Auvergne en grand, il a 1 an d'existence. Donc au mois de septembre, un appel aux lecteurs à débattre a été effectué. Nous avons reçu pas mal de candidatures et donc aujourd'hui, une dizaine de citoyens, une dizaine de lecteurs vont pouvoir poser leurs questions sur les sujets très divers comme l'environnement, l'agriculture, les transports, la jeunesse, l'emploi au président de la région. Donc sans plus tarder, pour entrer dans le vif du sujet, René Souchon, je vous incite à prendre place et donc à débattre avec les citoyens. Merci beaucoup. Donc je m'assieds avec vous, mesdames. J'ai beaucoup de chance, il n'y a que des dames à cette table. Je risque d'y rester longtemps, hein. Bien. Alors, allons-y. Bonjour. Donc Nadia El Mejdou, donc étudiante, plutôt je travaille en CDD. Donc la problématique que je souhaitais soulever avec vous aujourd'hui, c'était l'emploi et les jeunes. Donc suite aux informations qui est en train de se former autour de la jeunesse, donc vous avez axé sur l'autonomie des jeunes de 16 à 30 ans. Que se passe-t-il pour les jeunes qui ont 30 ans et au-delà? Donc mon cas, qui a 30 ans tout pile. Donc je voulais savoir ce que vous pouvez proposer pour ces jeunes-là. Et sachant que je suis une jeune très motivée et très ambitieuse. Vous avez fini vos études? Oui, j'ai terminé mes études en 2009, j'ai été diplômée. Quel est votre diplôme? Un master en sécurité publique. Donc avec une spécialité en sécurité routière. Donc mon thème c'était l'accidentologie sur la région Auvergne. Donc je voulais un peu travailler en interface avec les acteurs de la sécurité publique, puis pourquoi pas la région Auvergne et puis tous les élus pour un peu uniformiser toutes nos actions, mettre nos moyens et puis lutter contre cette lutte contre cette délinquance juvénile et atténuer les accidents matériels et corporels. Voilà. Bien, alors évidemment quand une collectivité ou une nation, un État arrête un dispositif pour une catégorie de population, il y a toujours un certain nombre de personnes qui sont à côté du dispositif et donc qui pensent que tout ce qui est dit ne correspond pas puisqu'on n'est pas forcément dans les mesures proposées. En réalité, la région a décidé de faire un très gros effort pour ces jeunes et pour l'emploi. Ce sont les 2 piliers, les 2 priorités du budget 2012, emploi, jeunesse. Sur les jeunes, 18-25 ans pour la carte Jeune Nouveau Monde qui vous a été présentée il y a un instant. Et puis pour les mesures concernant l'accès à la création d'entreprises, à l'emploi, etc., 30 ans. Donc, évidemment, c'est la limite. Si j'ai 31 ans, je ne suis pas dans les dispositifs particuliers. Mais il y a quand même beaucoup de dispositifs qui permettent d'accompagner sur l'emploi, soit la région seule, soit en partenariat. Et puis ça dépend évidemment de ce que vous voulez faire sur le marché de l'emploi. Est-ce que vous voulez être salarié? Est-ce que vous voulez créer votre entreprise? Tout ça, si vous voulez créer votre entreprise, on a énormément de dispositifs pour vous aider. Si votre recherche est obligatoirement une recherche d'un emploi salarié, on peut vous donner quelques indications, bien sûr.
et en particulier sur les entreprises qui vont lancer de gros recrutements maintenant. Et vous avez 2 d'entre elles, et les plus grandes en Auvergne, qui sont à la recherche de cadres. Vous avez Aubert et Duval dans les Combrailles, pour lequel nous avons développé un partenariat pour prospecter à l'extérieur de l'Auvergne, puisqu'on ne trouve pas les gens en Auvergne, des cadres susceptibles de devenir dans cette entreprise, un nombre très important, pour venir dans cette entreprise toute neuve, toute nouvelle, qui s'appelle l'entreprise UCAD, qui fabrique des alliages au titane, avec, dans un partenariat, ce groupe Aubert et Duval et le Kazakhstan, puisque les principales mines de titane sont au Kazakhstan. Donc cette entreprise travaille pour l'aéronautique et contribue largement à faire de la région Auvergne la 4e région française en matière d'aéronautique, ce que personne ne sait d'ailleurs. Il y a plus de 12 000 salariés dans l'aéronautique en Auvergne. Et évidemment, vu du Cantal, de la Haute-Loire et même du Puy-de-Dôme, on ne le sait pas forcément. Les 2 grandes entreprises qui travaillent pour l'aéronautique, les 2 grandes étant Aubert et Duval dans les Combrailles, mais comme les Combrailles c'est dans la montagne, on n'a pas idée qu'il y a des entreprises qui emploient plus de 2500 personnes, et l'autre à Issoire, avec Alcamp, il y a une multitude de petites entreprises. Et puis vous avez Michelin. Le journal La Montagne d'il y a 2 jours a rappelé, mais nous le savons depuis déjà de longs mois, que Michelin a besoin de recruter 600 cadres rapidement, bac plus 2 minimum, bac plus 3 à bac plus 5, dans toutes les disciplines. Donc il faudra vous mettre en rapport avec la direction des ressources humaines et d'Aubert et Duval et de Michelin, sachant que Michelin a fait le choix d'investir à Clermont-Ferrand 100 millions d'euros sur le centre de recherche de la Doue, c'est-à-dire qu'on fabrique presque plus de pneumatiques à Clermont-Ferrand, mais toute la matière grise, toute la conception est à Clermont-Ferrand. Il y a 3000 personnes qui sont sur la conception, la recherche, le développement, et ils confortent le centre de Clermont. Voilà, donc après, si vous voulez, je vous ai décrit rapidement les mesures générales, je ne les ai même pas décrites, je les ai évoquées. Et puis il y a le cas particulier. Il faut toujours voir si on rentre dans le cas particulier, rentre dans le cas général. Sur les mesures particulières en direction de la jeunesse, vous ne rentrez pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution pour vous. Donc on en parlera tout à l'heure, si vous voulez, je vous indiquerai un peu comment faire. Je vous remercie de votre réponse, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, bonjour. Moi, je vous remercie d'abord de l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir dialoguer avec vous. Et en plus, vous pouvez me poser n'importe quelle question. Et vous voyez, j'arrive les mains dans les poches. Hein. Moi, je suis en Auvergne depuis 6 ans et je travaille au Conseil général de l'Allier pour un centre de l'illustration. Et quand je suis arrivée en Auvergne, la chose qui m'a un peu étonnée, sur laquelle je voudrais un peu votre position, c'est de constater qu'il existe aujourd'hui en France une fédération interrégionale du livre et de la lecture. Et cette fédération regroupe quantité de centres régionaux du livre. Pour la plupart, ils ont effectivement cette dénomination centre régional du livre de telle ou telle région. Il y a des exceptions. Nous avons une agence qui s'appelle Motif, je crois, pour l'Île-de-France, mais dans lequel résonne bien le mot « mot ». Et puis, pour l'Aquitaine, c'est ECLA, qui est un acronyme, mais avec le L pour livre. Je voudrais comprendre, je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi le mot « livre » disparaît en Auvergne, puisque l'agence qui se charge de la promotion des arts et de la culture, c'est le Transfo, et qu'en termes de visibilité à l'échelle nationale et même au-delà, peut-être il est dommage que les termes de livre et d'Auvergne ne soient pas associés. Une question difficile que vous me posez là, hein, parce qu'il y a effectivement quelques années, nous avons trouvé une série d'associations à vocation régionale dans le domaine de la culture, dans la musique, le livre, la lecture, etc., et la région les subventionnait toutes, mais l'efficacité n'était pas forcément au rendez-vous. Donc nous avons décidé en partenariat avec l'État, de mémoire ça devait être en 2007, de constituer une agence de développement culturel qui s'appelle le Transfo. Malheureusement, l'État s'est retiré très vite pour laisser la région quasiment toute seule à le financer, mais il n'empêche que nous le faisons parce que nous considérons que la région doit avoir un rayonnement culturel déjà à l'intérieur de la région et mettre en synergie les différents acteurs, ce qui est déjà le plus important, plutôt qu'ils ne restent chacun dans leur coin, pas connus, avec souvent un travail remarquable, associatif à la base. Il
faut essayer de faire connaître ce travail, de professionnaliser autant qu'on peut les acteurs, c'est-à-dire de les former, de leur donner les éléments pour diffuser encore plus largement et avec beaucoup de professionnalisme et faire connaître donc à l'opinion publique tout ce qui est fait. Donc cette agence, maintenant qu'on peut dire agence régionale de développement culturel, c'est le Transfo. Le Transfo, et si le Transfo ne répond pas correctement à votre demande, ce qui apparemment est le cas, je ne sais pas, moi je vous invite, et je vous faciliterai les choses, à rencontrer le directeur, Simon Pourret, pour parler de la problématique que vous rencontrez. Je ne vous dis pas forcément qu'il y aura une solution, en tout cas le problème sera pris en compte, bien entendu. Puis maintenant, si je fais un développement un peu plus large sur l'évolution du livre, hier j'étais à Bruxelles, et en rentrant, parce que les trajets sont un peu longs pour revenir de Bruxelles, entre l'avion, la voiture, etc., j'ai lu entièrement un livre qui a été publié il y a 15 jours par l'ancien patron de France Télécom, Didier Lombard, qui aujourd'hui est patron encore d'une entreprise de niveau mondial franco-italienne qui s'appelle ST Microélectronique, et qui parle de l'explosion du numérique. Il y a un gros chapitre consacré aux livres et à la presse. Et vous avez vu, hier, France Soir a arrêté sa diffusion écrite. C'est-à-dire qu'on est dans une mutation considérable due à l'arrivée du numérique qui bouleverse complètement l'écosystème, en fait. L'écosystème, et on est là, le prix unique du livre, par exemple, instauré par Jacques Lang, qui a sauvé le livre écrit, je vous rends la parole. Comment on applique tout ça au livre numérique? Parce que nous, on peut le faire en France, mais le numérique, ne connaissant pas les frontières. Amazon aux États-Unis, Google, qui est en train de dominer le monde et de partir et plus vite que le droit, hein. Ils se moquent complètement de ce qu'on peut décider au point de vue réglementation en France. Voilà la réponse que je peux vous faire à cet instant, mais complétée. Non, je vous remercie. Je voudrais justement, puisque vous parlez du prix unique du livre, je voudrais vous interroger sur la capacité que peut avoir un président de région avec ses élus, les élus de tous les départements, à faire quelque chose pour que la TVA sur le livre, qui donc risque de passer à 7%, puisse rester à 5,5. C'est un produit, je n'aime pas le terme, mais c'est vrai que c'est un élément de culture qui est quand même à part, le livre. Est-ce que vous avez, vous, au niveau de la région, les moyens d'agir pour que cette TVA ne bouge pas? La région, pas vraiment. Mais ceux qui peuvent agir et qui doivent agir, ce sont vos députés et sénateurs, c'est-à-dire les parlementaires. Des fois, on se demande, on s'interroge, surtout un sénateur, à quoi ça sert? Enfin, l'opinion publique, moi, on me pose souvent cette question. Ben, ça fait la loi, hein, ça contrôle le gouvernement et ça fait la loi. Donc, la loi de finances pour 2012 est votée ou en fin de... Il doit y rester encore un travail en commission mixte paritaire, ou en tout cas, il y a une loi de finances rectificative en cours de discussion au Parlement. Il faut que députés et sénateurs soient sensibilisés, donc vous leur écrivez et vous leur demandez à tous, quelle que soit leur étiquette politique, quelle est leur position sur ce sujet et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que la TVA reste une TVA à taux réduit. En effet, parce que la culture est un bien indispensable pour la formation des jeunes et des moins jeunes. Et donc, quand le niveau de vie baisse, parce que c'est le cas actuellement, que le pouvoir d'achat baisse, eh bien, on sacrifie dans le ménage, ou si on n'est pas en ménage, on sacrifie dans ses dépenses la culture. Et c'est dommage. Surtout à l'époque de la mondialisation, parce qu'on a besoin de s'ouvrir, d'avoir une réflexion permanente, puis de s'évader aussi. La culture, c'est un aspect loisir, détente, mais c'est un aspect connaissance. Et cette connaissance est absolument indispensable aujourd'hui. Donc moi, je veux bien saisir les députés et sénateurs du Puy-de-Dôme, mais je le ferai. C'est ce que peut faire un président de région, mais il n'est pas parlementaire. Et je l'ai été, donc je sais comment ça marche, mais je ne le suis plus. Et je n'aspire pas à l'être parce que je veux être un président de région à plein temps. Et je ne veux pas cumuler les mandats. Mais je prendrai en compte, vous me donnerez des éléments, votre problème, et puis vous écrivez à vos députés et sénateurs. Merci. J'ai peut-être une dernière interrogation, puis je ne veux pas monopoliser le temps de parole, donc je passe tout de suite après la parole aux autres participants. J'avais une question, parce que l'horizon 2014 n'est pas très loin. Il y a une réforme sur les collectivités territoriales, et justement, je voulais savoir, il y a
multitude d'initiatives dans cette région qui sont formidables, autant dans l'Allier que dans le Cantal, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire. Est-ce que se dessine déjà dès 2012 cette réforme en matière de culture, justement ? Puisque c'est vrai, les temps sont un peu à la morosité. Vous avez raison de le souligner, en temps de crise, la culture n'est pas la première des dépenses. Malgré tout, elle est importante. Et il y a aussi une économie de la culture qui n'est pas négligeable. Oui. Bien, écoutez, en ce qui concerne... Là, on va essayer d'informer les auditeurs. Mais il faut que j'aille vite, sinon mademoiselle ou madame ne pourrait pas poser la question, ce qui serait dommage. Il y a une réforme territoriale que nous combattons, nous, socialistes. Donc, si notre candidat est élu au mois de mai, cette réforme territoriale sera abrogée en septembre 2012. Ça, c'est clair. Parce que cette réforme territoriale, que je n'ai pas le temps d'expliquer, est une calamité par rapport à ce qui se fait dans le reste de l'Europe pour le rôle des régions. Donc, on ne peut pas aller dans cette direction. Pour autant, il faudra donc faire ce qu'on appelle un acte 3 de la décentralisation, ou bien, ce que je préfère, une refondation de la régionalisation. Et donc ça, c'est un texte qui devrait arriver au Parlement en cas de victoire de la gauche en 2012, au printemps 2013, avec un élargissement des compétences des régions, la culture restant à ce stade une compétence partagée entre État, région, département, commune. Parce qu'évidemment, on ne peut pas traiter tous les problèmes à un échelon, ou alors ce sera mal fait, très mal fait. Donc il faut clarifier ce qui relève, par exemple, d'une intervention de la région dans le domaine culturel. Un festival qui diffuse sur tous les départements d'Auvergne, c'est le rôle de la région de le soutenir. Une manifestation culturelle intéressante mais limitée à un territoire intercommunal ou communal, c'est à la commune avec le département de l'aider. Voyez, donc c'est complexe la culture, et vous le savez mieux que quiconque. La culture, c'est un domaine extrêmement vaste, on touche pratiquement à tout. Donc ma réponse est un peu rapide, mais nous abrogeons la réforme territoriale, nous faisons un acte 3 de la décentralisation, une refondation de la régionalisation, choisissez les termes qui vous conviennent le mieux, et la culture restera une compétence partagée entre tout le monde. Merci, Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Président, donc je suis professeur en lycée professionnel. Donc j'aurais voulu vous poser quelques petites questions par rapport à ça, et notamment voir un petit peu quel était le point de vue de la région par rapport à l'évolution de l'enseignement professionnel, notamment par rapport à l'apprentissage, le lien, le partenariat qu'on peut avoir entre établissements, l'éducation nationale, et accompagner nos apprentis aussi. Voilà. Et puis aussi, j'aurais voulu vous poser une petite question par rapport à la mobilité européenne des élèves, notamment tout ce qui est séjour linguistique, et voilà, ce genre de choses, puisque j'ai appris que les aides diminuaient à ce niveau-là. Donc voilà. Vous êtes dans quel lycée professionnel ? Je suis au lycée Pierre Boulanger à Pont-du-Château. Ah oui, d'accord. Et vous êtes proviseur ? Non, professeur. 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 De quoi ? De lettres anglais. De lettres anglais. Bien, ben, vous savez, là où le sujet de l'éducation nationale, il faudrait qu'on ait un forum entier d'une journée complète pour l'évoquer, mais bon, au minimum, il faudrait 1 heure, là on a quelques minutes. Bon, il faut faire évoluer les choses dans l'éducation nationale, on ne peut pas en rester à ce niveau-là. Mon premier métier, moi, il était dans l'éducation nationale. J'ai d'abord été un conseiller d'orientation scolaire, puis un directeur, puis un inspecteur. Mais ma carrière professionnelle n'a pas d'intérêt à ce niveau. Mais je connais très bien la façon dont fonctionne un établissement, les attentes des jeunes, etc. Et ce qu'on peut constater aujourd'hui, je suis un peu général dans ce que je vous dis, mais c'est important, c'est un dysfonctionnement de l'éducation nationale, mais l'éducation nationale est toujours à l'image de la société. C'est-à-dire, quand une société fonctionne bien, l'éducation fonctionne très bien. Et quand la société fonctionne mal, avec des fractures terribles, des inégalités, l'école reproduit ça. L'école reproduit toujours la société. Donc on ne peut pas dire c'est la faute à l'école, c'est la faute à la société, mais tout ça implique des réformes extrêmement lourdes. Sur le point particulier de la formation professionnelle, beaucoup de progrès ont été réalisés ces dernières années pour une adaptation, une modernisation de l'enseignement professionnel dans nos lycées professionnels. Aujourd'hui, le gouvernement ne jure plus que par l'apprentissage. C'est pas
la tasse de thé de la région. Et parce que je connais bien tout ça, pendant 6 mois, j'ai ferraillé avec le préfet, représentant de l'État, qui voulait me faire signer toutes affaires cessantes au début de l'année 2011, un contrat d'objectifs et de moyens par lequel l'État donne des moyens financiers à la région, qui a la compétence en matière d'apprentissage. Ce n'est pas l'État qui a la compétence, c'est nous, région, mais avec une vision purement quantitative, en me disant il faut 10 500 apprentis, il y en a 8 500 aujourd'hui, pas tout à fait, 10 500 apprentis en 2015. J'ai dit non. Non, parce que pour moi, l'objectif quantitatif n'a aucun sens. Ce qu'il faut, c'est que les jeunes soient pris en compte dans leur personnalité, dans leur globalité. Je veux dire, j'ai tellement vu d'échecs dans l'apprentissage en lycée professionnel aussi, d'ailleurs, parce que l'orientation se fait par défaut et par contrainte. C'est-à-dire, il y a une place chez le boucher, tu vas faire un apprentissage de boucher. Bon, il y a une place à l'hôtellerie, tu vas faire un apprentissage en hôtellerie. Le résultat, c'est que le gamin, quand il a 16 ans, il y va parce qu'il ne peut pas trop désobéir aux parents, il n'a pas d'autre solution. Il n'a aucune motivation, donc il travaille plus ou moins bien, plutôt mal que bien, ou s'il veut faire vraiment plaisir à ses parents, il va travailler correctement, il va décrocher son CAP, il va aller travailler 1 an ou 2, puis il va faire autre chose. Et malheureusement, c'est ce qui se passe beaucoup dans l'apprentissage. C'est pour ça que ce n'est pas, si vous voulez, le nec plus ultra. Ça pourrait être une bonne formule. Si on avait des services d'information, d'orientation qui permettent de prendre cette globalité du jeune en compte. La psychologie du jeune, ça compte. Et bon, il y a les dons intellectuels et puis il y a les envies. La vision purement techno-économique, il y a des emplois là, donc il faut que les gens aillent là. Non, ça ne marche pas comme ça. Ceci dit, la motivation, ça se prépare aussi. Hein. Donc on a par exemple aujourd'hui dans des secteurs industriels des emplois à pourvoir. J'évoquais tout à l'heure, l'aéronautique cherche en permanence des employés et de bon niveau, des employés, des techniciens. Bon, on les forme dans les lycées comme ceux où vous êtes, pas celui où vous êtes, avec la dénomination chaudronnier. Par exemple, un fabricant de cellules avion, enfin quelqu'un qui va travailler sur la cellule avion de l'Airbus. Dans nos lycées professionnels, on appelle la section chaudronnier. Moi, je suis parent d'élève, je n'ai pas envie d'avoir un enfant qui fasse chaudronnier. Sauf qu'il y a des emplois à l'appel, il y a des salaires élevés, et l'industrie aéronautique est en train de rechercher partout. Je vous ai cité Aubert et Duval. Airbus recrute 4500 personnes, ils ont du mal à les trouver. Bon, donc en Auvergne, on pourrait développer la formation dans ces secteurs-là. On y contribue, on y travaille d'ailleurs. Il y a d'autres secteurs où c'est pas bon. L'apprentissage est à mes yeux excellent pour les formations industrielles. Il est très inférieur à la formation qu'on peut avoir dans les lycées dans d'autres disciplines. Donc nous avons fini par aboutir à un accord avec l'État sur le contrat d'objectifs et de moyens, mais nous avons mis de côté l'objectif quantitatif pour faire passer devant l'objectif qualitatif. Voilà. C'est-à-dire prendre en compte les besoins des individus, les besoins de l'économie, essayer de faire rencontrer les besoins de l'individu, les besoins de l'économie. Sur la mobilité, nous avons des aides et nous faisons des appels régulièrement au lycée professionnel pour qu'ils candidatent. Et nous venons de le faire. J'ai encore signé des lettres il n'y a pas très longtemps aux proviseurs des lycées professionnels pour qu'ils candidatent pour avoir un projet sur la mobilité. À titre individuel, nous aidons tous les jeunes étudiants qui font un séjour à l'étranger. On leur donne 500 € pour partir en mobilité. Mais il peut y avoir plus si c'est une démarche collective de l'établissement, parce que nous avons un partenariat avec l'Europe qui nous permet donc d'accompagner. Alors tout ça est un peu rapide, mériterait davantage d'explications, mais après l'émission, on pourra reprendre ça et rester en contact, bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bien, alors je vais vous quitter pour aller voir vos collègues. Bonjour. Alors, madame, c'est vous qui commencez? Eh bien, a priori. Aimez le micro, parlez très près, voilà. Bon, alors moi, je me présente. Je suis auvergnate. J'habite la Limagne. J'adore la terre. Mon mari et moi, nous avons été chefs d'exploitation. Pour le retour à la terre, c'était curieux parce que mon mari a fait sa médecine, moi j'ai fait du droit. Mais on avait la terre dans le sang, en quelque sorte. Donc, on est revenu. Et alors, je vais vous dire quelque chose qui me fait beaucoup de peine à l'heure actuelle.
je veux dire, arrêtez le massacre. Quand je vois cette belle terre noire, si fertile, si enviée, et qu'on la voit dévastée par les bulldozers pour aller bétonner, j'avoue que ça me fait très mal. Ça, c'est ma première question. Mais posez-les l'une après l'autre, sinon je ne vais pas y arriver. Mais écoutez, vous êtes sur un des problèmes fondamentaux aujourd'hui que l'Europe rencontre, et la France et l'Auvergne, c'est-à-dire que l'urbanisation sauvage consomme les terres agricoles à l'excès. On perd en France l'équivalent d'un département en surface chaque année. Vous vous rendez compte ? L'équivalent d'un département chaque année. Alors, il n'y a pas suffisamment de dispositifs pour bloquer cet accaparement du foncier. Même si tout le monde aujourd'hui, au plus haut niveau, se sent bien qu'il faut prendre des mesures. Il y a qualité de terre. Oui, mais il y a qualité de terre. Mais si vous voulez, il y a un problème plus... Je vais revenir à l'agriculture spécifiquement. Le problème de fond aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas continuer, pour des tas de raisons, à faire étaler les villes. Le développement durable ne s'accommode pas d'un étalement urbain avec des trajets de plus en plus longs tous les matins pour aller travailler. Donc il n'y a rien à faire. Enfin, il n'y a rien à faire. Il y a tout à faire pour faire monter les villes en hauteur. Il n'y a pas d'autre solution si on veut aller au développement durable. Il faut diminuer les consommations énergétiques. Il faut diminuer la longueur des déplacements, donc les coûts énergétiques, et les coûts induits, notamment la consommation de terres agricoles qui ne peut plus durer comme ça. Et donc les villes sont appelées à prendre des mesures. Malheureusement, on n'est pas sur une compétence régionale, mais je vous explique. Les villes doivent, dans leur SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui doit être élaboré à l'échelle d'une agglo, Clermont vient d'adopter le sien, prévoir très clairement que la ville n'ira pas au-delà de telles limites. Et donc voir comment on la fait grandir sans consommer ces terres et surtout les meilleures terres. Ensuite, on a un problème qui devrait être traité au niveau de l'Europe, puisque la politique agricole commune, c'est une politique européenne. Sur le foncier, il faut se donner des instruments de maîtrise du foncier que nous n'avons pas véritablement nulle part. Vous allez me dire, en France, il y a les SAFER. Oui, mais les SAFER, aujourd'hui, n'ont pas les moyens de bloquer ce type d'évolution. Il y a la réglementation, donc il y a les outils comme les SAFER, il y a les établissements publics fonciers dans lesquels les régions interviennent souvent, qui sont des outils, mais la réglementation n'est pas suffisante. Voilà une réponse rapide, si vous voulez, mais je partage votre problème, votre vision. On consomme beaucoup trop de terres agricoles actuellement dans toute l'Europe, en France en particulier, et en Limagne, bien sûr. On a une terre extrêmement riche. Il faut produire pour nourrir la planète, 9 milliards d'hommes demain. Eh bien, il faut qu'on se donne les moyens d'y parvenir et donc éviter de mettre du béton là où on peut faire pousser du blé dans d'excellentes conditions. L'autre question que vous avez. Notre question, c'est l'avenir de nos communes rurales. Il y a 50 ans, les conseils municipaux étaient presque exclusivement composés d'agriculteurs. Actuellement, nos petits villages de la deuxième, j'appelle ça la deuxième couronne de Clermont, nous avons beaucoup de néo-ruraux. D'ailleurs, le drame, c'est que ces néo-ruraux, on ne les connaît pas. Parce qu'ils partent le matin pour travailler, ils font leurs courses dans les supermarchés, ils rentrent le soir, on ne les connaît pas. C'est très dommage. Maintenant, on ne se connaît plus. Et alors, à brève échéance, dans les conseils municipaux, qui gèrent donc les communes, il n'y aura plus d'agriculteurs. Alors que le paradoxe, c'est que ce sont les agriculteurs qui restent qui auront le maximum de terres de la commune. Comment pensez-vous qu'on va pouvoir gérer ce problème ? Je vois, madame, que vous avez réfléchi depuis longtemps à tout ça, parce que vous soulevez des problèmes d'une complexité qui remettent en cause le fonctionnement de la société. Et il faut bien le remettre en cause, sauf que nos Français ne sont pas encore prêts à cela. Quand je disais tout à l'heure, j'ai été maire pendant très longtemps d'une ville moyenne qui est l'Aurillac, et déjà je disais, avant 2006, parce que je ne suis plus maire depuis 2006, il faut faire monter la ville en hauteur. Les gens veulent être en ville avec les avantages de la campagne. Donc le pavillon, bien sûr, chacun veut son pavillon, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. De toute façon, il va falloir arrêter cela. On ne peut pas continuer de cette façon.
Alors, dans l'espace rural, en effet, vous avez le propriétaire du foncier qui est en zone périurbaine et l'exploitant du foncier est très minoritaire. Très minoritaire, oui, il a la surface, il n'y a pas le nombre et il n'est pas dans le conseil municipal. Donc, évidemment, le conseil municipal, s'il n'y a pas une réglementation européenne ou nationale, peut décider d'étendre le village ou la ville en consommant les terres agricoles et l'agriculteur n'y pourra rien ou quasiment rien. C'est ce que nous évoquions précédemment. Donc, c'est un travail de longue haleine qui déborde bien sûr très, très largement notre Auvergne. C'est un problème de fond, un problème de la société qui doit décliner au quotidien le développement durable. Développement durable, ce n'est pas qu'une formule. Donc tout le monde est pour le développement durable. D'accord. Mais quand on met en œuvre le développement durable, aussi, on évite cette consommation d'espace parce que ce n'est pas durable. Voilà. Et dans les conseils, moi je pense qu'il faut moderniser profondément les institutions. J'évoquais tout à l'heure l'acte 3 de la décentralisation, la régionalisation ou la refondation de la régionalisation. Il va falloir réorganiser aussi nos communes et nos communautés de communes, et notamment nos intercommunalités, parce que vous êtes dans une commune qui est forcément dans une communauté de communes ou d'agglomération si elle est très près de Clermont. Et donc là, la révolution de fond, c'est l'élection au suffrage universel des élus qui siègent dans l'intercommunalité, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Voilà, quelques pistes, si vous voulez. Mais le message de fond, c'est que le problème concerne l'évolution de la société et la façon de voir la vie en commun, la vie collective, la consommation de l'espace, la préservation de la planète. On voit bien le réchauffement climatique, c'est pas qu'un discours de scientifique, c'est une réalité. On a eu un automne qui ressemblait à l'été. Bon, pourquoi et chaque année, on voit bien que ça va être, tout le monde nous le dit, et on le constate. Le réchauffement climatique est une réalité. On ne peut pas continuer à ne pas préserver la planète. Ça a des conséquences sur notre vie quotidienne. On dit pensée globale, agir local. Tout le monde devra agir. Et donc j'invite chacun et chacune, en Auvergne comme ailleurs, à mettre ses actes du quotidien en rapport avec sa vision globale. Merci beaucoup. On passe à, je sais pas, madame, un monsieur, peu importe. Oui, Bernard Huguiès. Donc je suis un jeune retraité actif, donc consultant et formateur. Je suis également engagé comme militant dans des associations de solidarité internationale, au niveau régional avec CERAPCOP et au niveau national avec le CCFD. Donc ma question, c'est en lien avec, je dirais, une certaine durée d'activité qui continue. La région, votre région, Président, c'est une région centrale en France, on parle du Massif central. Elle est désignée par ses pairs comme pilote d'une démarche Massif central dans le cadre de la macro-région européenne Sud-Ouest Europe. Aujourd'hui, on voit bien que l'Europe encore n'a pas fait un choix clair pour la solidarité et la régulation et qu'encore on pense que le libertinage financier peut continuer, alors qu'il y a sans doute un changement de modèle, y compris ce que vous évoquiez avec votre interlocutrice précédente, c'est-à-dire que quand on parle de développement durable avec des interlocuteurs du Sud, ils parlent de développement humain intégral ou de développement inclusif. Ma question, c'est donc comment vous, président d'une région qui est rurale et de montagne, sur la montagne, vous avez quand même une certaine légitimité à en parler, comment on peut faire pour proposer aux habitants, aux entreprises et aux citoyens de régions rurales de montagne en Europe, avec vos collègues, un développement humain, intégré et compatible aussi avec la PAC 2014-2020. Sujet passionnant. J'espère que les auditeurs ou les téléspectateurs pourront nous suivre parce qu'on va forcément parler de choses un tout petit peu techniques. Actuellement, il y a en France une loi que j'ai eu le plaisir de préparer et de faire voter lorsque j'étais de gouvernement en 1985, qui s'appelle la loi Montagne. C'est la seule loi d'aménagement du territoire qui existe actuellement
et qui indique que l'on doit pratiquer des politiques différenciées. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner la même chose à tout le monde, en termes territoriaux, comme en termes humains, bien sûr, mais en termes territoriaux. Vous ne pouvez pas considérer une commune de montagne comme vous considérez une commune de plaine. Vous ne pouvez pas considérer un agriculteur de montagne qui fait de l'élevage à l'herbe comme un agriculteur de la Limane. Politique différenciée, droit à la différence, voilà. Cette politique, la France est la seule, la loi, il n'y a qu'en France qu'elle existe, et une politique spécifique de la montagne, il n'y a qu'en France qu'il y en a une. Nous avons quand même réussi, dans la précédente génération de fonds européens, dans la génération en cours, qui va jusqu'en 2013, à obtenir quelques crédits supplémentaires de l'Europe pour la montagne. Alors, la montagne française, de par la loi montagne, est découpée au niveau des massifs montagneux. Nous sommes dans le massif central qui fait la superficie du Portugal ou de l'Irlande, c'est considérable, et qui abrite 3 800 000 habitants. Donc c'est pas rien en France. Eh bien, nous disposons... Alors, il y a 6 régions qui sont concernées, 2 régions à part entière, le Limousin et l'Auvergne, et puis il y a un bout important d'ailleurs de Rhône-Alpes, un bout de Languedoc-Roussillon, un bout de Midi-Pyrénées et un petit bout de Bourgogne avec le Morvan. Donc nous gérons avec ces 6 régions, avec ces 5 régions, Auvergne et les 5 autres, des crédits particuliers qui nous ont été donnés. Pas énorme. Pour la période 2013 jusqu'en 2013, nous avons 40 millions d'euros de l'Europe, 60 millions d'euros de l'État, 60 millions d'euros des régions. Donc avec ça, nous pouvons financer des mesures spécifiques pour la zone de montagne, ce qu'on appelle la plus-value massif. Mais c'est tout à fait insuffisant. Plus globalement, jusqu'à présent, la montagne a été pensée en termes de handicap. Alors quand vous entendez souvent parler des agriculteurs ou même les maires ruraux, ils disent « nous on a des handicaps », ce qui est vrai. Sauf que c'est fini le temps des handicaps, il faut parler des atouts. La montagne a des atouts exceptionnels que personne d'autre n'a. La montagne, elle fournit l'eau. L'eau. Vous enlevez la montagne, qu'est-ce qui reste comme source d'eau minérale en France? Cherchez, vous verrez. C'est normal, l'eau, elle vient de la montagne. Donc on fournit l'eau à tout l'espace, à la société. On fournit des espaces qui sont des espaces de détente, de tourisme, la forêt, etc. Ouais, mais tout ça, il faut que la société accepte de le payer d'une façon ou d'une autre. Ça ne peut pas être gratuit. Donc il faut passer d'une vision handicap de la montagne qui demande à être compensée à une vision j'ai des atouts, nous avons des atouts exceptionnels, on doit les reconnaître et on doit les payer en conséquence. Donc, en ce qui me concerne, puisque je préside aujourd'hui le groupement des 6 régions qui gèrent les crédits du Massif central, nous avons engagé une étude qui est la première en Europe sur ce qu'on appelle les aménités. Je m'excuse pour le terme un peu complexe, les jeunes iront chercher sur le petit Robert ce que ça signifie, c'est-à-dire les apports de la zone de montagne à la société, et quelle est leur valeur marchande. On est en train de finaliser cette étude. Elle intéresse énormément l'Europe, évidemment. Et je terminerai sur ce point simplement en expliquant que quelqu'un qui adore venir passer ses vacances en Auvergne, et il y en a beaucoup puisque nous battons tous les records chaque année, doit se rendre compte que le paysage qu'il aime, les forêts qu'il aime, les sentiers qu'il adore, ils sont là que parce qu'il y a des hommes et des femmes sur ce territoire. Et que ces hommes et ces femmes, ils méritent qu'on rémunère ce qu'ils produisent. Directement, souvent l'agriculture, ou indirectement, parce que les sentiers, dès qu'il n'y a plus l'agriculteur, dès qu'on ne passe plus, ils se ferment, c'est terminé. Les paysages, dès qu'il n'y a plus quelqu'un pour pratiquer l'activité agricole, ils se ferment. Il faut savoir que s'il n'y avait pas les moutons sur les pentes du Puy-de-Dôme, eh bien, les pentes du Puy-de-Dôme seraient envahies par la friche. Que dans certaines zones du Massif central, je pense à la zone de la Chaise-Dieu, je pense à une partie de la Creuse, il y a tellement peu d'agriculteurs aujourd'hui que les paysages se ferment complètement, c'est-à-dire que la forêt prend le dessus. Et comme le climat est adéquat, elle pousse très bien.
De sorte qu'à 5 heures du soir, en plein été, si le temps est un peu couvert, vous êtes obligé d'allumer les phares de la voiture. Oui, et puis vous ne pouvez plus venir vous y promener. Parce que la nature naturelle, il n'y a que les sangliers qui s'y retrouvent, et encore, ils ont du mal à circuler. Voilà, la nature, elle est cultivée. Il faut intégrer cela. Simplement, mais c'est plus une provocation positive. Il y a un autre pays européen qui est maintenant célèbre dans le domaine du développement rural, qui avait une loi montagne. C'est la Roumanie. Je ne connaissais pas. C'est le sénateur Radurei qui avait fait une loi montagne. Et la chance qu'on a en Europe aujourd'hui, c'est d'avoir un commissaire européen à l'agriculture et au développement rural qui est roumain. Et il y a peut-être des choses à développer et à utiliser par rapport à cette démarche collective européenne des régions. Oui, on le fait. Le commissaire, en l'occurrence, je le connais très bien, et en plus c'est un francophile et qui aime beaucoup l'Auvergne. C'est le commissaire Ciolos qui est en charge de la politique agricole commune. Dans la politique agricole, il y a deux piliers. On dit il y a 2 piliers. Il y a l'aide aux revenus des agriculteurs, premier pilier, et puis il y a le développement rural, deuxième pilier. Le commissaire Ciolos, il a fait tout ce qu'il pouvait pour mettre, pour la génération 2014-2020 qu'on est en train de travailler, le maximum de moyens sur le deuxième pilier. Mais le problème, c'est qu'il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, mais il faut... Alors là, on touche au domaine politique, mais c'est normal qu'on en parle. L'Europe est en majorité libérale. 27 pays qui ne veulent pas entendre parler en majorité de régulation. Développement rural, ça va bien donner 3 francs 6 sous ou 3 euros, voilà. Mais on ne veut pas faire d'efforts majeurs. C'est-à-dire que dans la période 2014-2020, il y aura à peu près 3 fois plus de crédits européens pour aider le revenu des agriculteurs, premier pilier, que pour le développement rural, y compris la lutte contre la pauvreté dans l'espace rural, y compris la couverture numérique des territoires ruraux. C'est-à-dire qu'on va continuer sur ces bases-là à voir se désertifier l'espace rural. La réforme de la politique agricole commune telle qu'elle est prévue n'est pas assez ambitieuse, mais ça tient aux aspects politiques. Les libéraux sont les libéraux, ils sont pour le marché, ils pensent que le marché, ça règle tout, y compris l'aménagement de l'espace. Or, le marché, ça désertifie l'espace. Ça ne l'aménage pas et ça ne le développe pas. J'arrive de Bruxelles, j'étais encore hier. Juste une anecdote qui n'a rien à voir avec ça. Il y avait un texte sur les économies d'énergie à l'échelle de l'Europe. Eh bien, nous n'avons pas réussi à faire voter par la majorité du Comité des régions d'Europe un texte qui indique que dans les bâtiments publics européens, on doit faire une progression, on doit faire des investissements pour limiter la consommation d'énergie de façon à améliorer donc la situation, et qu'on doit faire des progrès de 3%. 3%, une majorité d'États l'ont refusé. On ne peut même pas arriver à faire passer ça. Voilà, ça en dit long sur ce qu'est l'Europe. L'Europe, on en a besoin. Politiquement, elle est libérale. Des gens qui ne pensent que le marché, marché, marché. Et ça a des répercussions tous les jours sur tout, y compris sur la culture d'ailleurs. Bonjour Président. Elisabeth Blanchet, moi aussi je viens de l'Allier. Décidément, l'Allier m'a envoyé beaucoup de personnes, mais je m'en réjouis. Ça veut dire que nous sommes des lecteurs attentifs de votre magazine. Je pense qu'on ne va pas être d'accord complètement, mais après tout, on n'est pas obligé d'être dans le consensus. Moi, je vais vous parler d'un thème qui est le commerce, artisanat et ruralité. J'ai bien entendu ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux grandes entreprises et à la politique industrielle et au développement économique. D'accord. J'ai bien compris et j'ai bien entendu aussi que dans l'aspect création, développement et transmission d'entreprises, y compris sur l'artisanat et le commerce, la région est complètement engagée. Ça se voit, ça se sent, ça s'entend, ça s'illustre complètement. Maintenant, il y a un domaine et un segment sur lequel la région n'intervient pas et l'Allier intervient. Et je vais vous apporter un témoignage et à la fois vous poser une question. Le domaine, c'est la difficulté de l'entreprise et la difficulté de la petite entreprise. Il y a 21 ans, dans l'Allier, nous avons créé une association institutionnelle d'ailleurs, avec le Conseil général de l'Allier, avec les chambres consulaires et avec les organisations professionnelles de l'artisanat et du commerce. Cette association, forme loi 1901, apporte une écoute, un diagnostic, un traitement des difficultés des petites et moyennes entreprises artisanales et commerciales. Également des professions libérales, et puis également des associations, puisqu'il y a une activité économique dans les associations. Alors, vous allez me dire, pourquoi le traitement de la difficulté ? Eh bien, parce qu'il n'y a pas de vie sans crise.
Il n'y a pas de vie humaine sans crise, il n'y a pas de vie d'un pays sans crise, il n'y a pas de vie d'une entreprise sans crise. Simplement, lorsque l'on est dans cette difficulté ou dans un dysfonctionnement, quelquefois on a besoin d'un coup de main, on a besoin d'une écoute, on a besoin aussi je dirais, de prendre du recul et d'avoir une distance pour permettre de dégager des issues. Depuis 21 ans, Monsieur le Président, moi j'anime et je dirige ce service sur l'ensemble du département de l'Allier que je connais comme ma poche, vous pouvez vous en douter, je le laboure en long et large et en travers. Qu'est-ce que je vois dans l'artisanat et dans le commerce? Je vois effectivement des gens qui ont une énorme capacité de résistance. Je vois des gens qui se battent. Je vois des gens qui vont travailler, qui travaillent, qui ont un savoir-faire. Je partage pour partie ce que vous avez dit sur l'apprentissage, mais je vois aussi des gens qui ont envie de transmettre un savoir, et pas forcément un coup de pied dans le derrière, envie de transmettre un savoir sur un savoir-faire aussi. Mais je les vois qui souffrent. Et c'est une longue plainte aujourd'hui, c'est une très très longue plainte. Je vais vous donner 2 exemples et quelques chiffres. Habituellement, sur on va dire les 15 premières années de ce service, nous avons traité en moyenne 150 dossiers par an, 150 entreprises. Depuis la crise, c'est une montée en charge. En 2010, 203 entreprises sont venues nous voir. Sur ces 203 entreprises, ça représentait 434 emplois, pas seulement salariés. L'artisan, le commerçant, le conjoint, puisque ce sont des activités relativement familiales, qui sont aussi sur un aménagement du territoire avec une cohésion sociale dont on a bien besoin dans nos petits bourgs et dans nos campagnes. Sur ces 434 emplois qui étaient effectivement en difficulté, quand on a fait le compte au bout de l'année, notre action a permis de maintenir 300 emplois. 300 emplois. Quelles sont les demandes que vous recevez? C'est ça qui est important. Alors les demandes, elles sont diverses, Monsieur le Président, elles sont diverses. L'entreprise artisanale, quand elle traverse une crise, on a des crises structurelles, des crises conjoncturelles. Sur les crises conjoncturelles, vous comme moi, vous intervenez avec des budgets et vous intervenez avec des actions. Sur des crises structurelles, c'est effectivement l'adaptation de l'entreprise à son marché, l'adaptation à son milieu, la recherche d'une issue et d'un développement, mais c'est aussi la crise familiale dans l'entreprise, puisqu'on peut être nous sommes dans des entreprises de taille familiale, avec 2, 4, 5, 10 salariés, quelquefois simplement avec 2, ou le couple tout seul, et c'est l'aider à passer ce cap. Alors vous n'allez pas me dire que si dans l'Allier, on arrive à 203 entreprises à maintenir 300 emplois cumulés, c'est pas rien 300 emplois sur un site comme le nôtre. C'est aussi un aménagement du territoire. Ça veut dire que ça va de la montagne bourbonnaise au bord de la Limagne sur Ghana, du bassin Montluçonnet à la forêt de Troncé. C'est l'ensemble d'un territoire. Et ces gens-là ont besoin qu'on les écoute, ils ont besoin qu'on comprenne leurs difficultés. Et leurs difficultés, moi quand je les rencontre, ce sont des difficultés de tous ordres. On a des difficultés administratives, on a des difficultés d'adéquation. Mon rôle, moi, c'est de les écouter, de diagnostiquer et d'apporter une issue. Alors, pourquoi est-ce que... Oui. Vous travaillez pour la Chambre des métiers ou vous travaillez pour le Conseil général? Pour aucun des deux, Monsieur le Président. Pour une association, loi 1901, qui regroupe ces membres-là, qui sont des membres fondateurs et qui financent cette association. Alors, j'envoie régulièrement un rapport d'activité à vos services, qui doit caler les armoires. Excusez-moi, je suis provocante, là. Je provoque à tout point. C'est pas gênant. Hein, c'est pas gênant. Mais ce rapport d'activité, il dit quoi? Il dit... Il y a des demandes, il y a des besoins, ils sont clairement identifiés, on peut y répondre et on peut apporter avec cette réponse un maintien de l'emploi. Et franchement, c'est vraiment pas neutre. Cette année, au 30 novembre, nous avons 230 entreprises qui sont venues nous voir et ça représente plus de 500 emplois. Si au bout de l'année 2011, je dis bien au bout de l'année 2011, j'ai 400 emplois maintenus sur l'Allier, 400 plus 300, ça fait 700. Eh bien en 2 ans, j'estime qu'avec nos petits bras, on a été utile. Est-ce que, Monsieur le Président, dans la région Auvergne, nous allons rester le seul département à utiliser cette ressource, ce savoir-faire et cette méthode? Bon, la question concerne donc cette très petite entreprise et vous êtes sur une association et vous me dites, en somme, je fais le boulot de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce. Si. Non, mais, oui. Alors écoutez, quand une entreprise artisanale ou commerciale a des difficultés, il y a 2 organismes qui sont faits pour ça. Après, est-ce qu'ils font pas, ça c'est une autre question. C'est Chambre consulaire des métiers, Chambre consulaire de commerce et d'industrie. Et si c'est les collectivités qui doivent se substituer, il y a quand même un problème de fond. Alors, vous me dites travailler en partenariat, sans doute, j'espère, mais écoutez, la région, elle intervient
avec un dispositif commerce et artisanat en partenariat avec chaque département, c'est-à-dire que les départements sont invités à aider les entreprises et c'est nous qui finançons, d'accord, et on veille à ce qu'on sache quand même que c'est la région qui le fait. Donc au total, on doit y mettre 2 500 000 par an sur les 4 départements concernant le commerce et l'artisanat. Pour les entreprises en difficulté conjoncturelle, nous avons mis en place, et nous sommes pratiquement les seuls à l'avoir fait en France, un système de garantie d'emprunt de trésorerie. C'est-à-dire que l'artisan ou le commerçant en difficulté, il va au Crédit Agricole ou ailleurs, Banque Populaire, au Crédit Mutuel, et c'est nous qui apportons par le CIAJ donc la garantie. Il n'a pas à mettre ses biens personnels en garantie. Nous avons par ailleurs un dispositif tout à fait nouveau qui se met en place et qui est le Fonds d'investissement Auvergne Durable, qui mobilise des moyens considérables puisque nous avons fait appel à l'épargne populaire. L'épargne populaire nous a permis de recueillir un peu plus de 20 millions d'euros. Et à partir du 1er janvier 2012, nous avions 8 millions d'euros par an d'aide aux entreprises. Nous allons passer à 18 millions d'euros d'aide en 2013 et 18 millions d'euros d'aide en 2014. Et à qui ça va aller? D'abord aux très petites entreprises. C'est notre volonté, à condition qu'elles aillent à l'innovation au sens large. Au sens large. Il ne s'agit pas forcément de rentrer dans l'innovation technologique, mais à l'innovation. Alors, commerce, c'est un peu difficile, je peux y revenir. L'artisanat, c'est beaucoup plus facile. Je prends toujours l'exemple de l'artisan du bâtiment qui est certes a le nez dans le guidon, mais qui ne sait pas organiser son travail, alors que l'appropriation de l'informatique et du numérique lui aurait permis d'organiser son travail. On va envoyer des gens dans l'entreprise, nous payer directement par la région, en passant par les consulaires, en passant par des cabinets conseils, etc. Il suffira de nous appeler. Bien. Et ces personnes vont pouvoir indiquer au chef d'entreprise, sur le simple aspect du numérique, il y a 36 autres choses possibles. Voilà ce que vous pourriez faire, voilà comment vous pourriez le faire. Je suis artisan du bâtiment. Le matin, pour organiser mon travail, si je me suis approprié l'informatique, eh bien, j'envoie mon chef de chantier à tel endroit avec ses ouvriers. Il arrive, il lui manque... D'abord, j'ai programmé avant ce qu'il lui faut comme matériel, ce qui déjà est important. On évite, quand il arrive sur le chantier, de repartir parce qu'il en a oublié la moitié en route ou qu'il a oublié une petite partie. Donc tout ça, ce programme, il peut passer sa commande grâce au smartphone ou autre, une tablette, peu importe. Et puis ça arrive directement sur le chantier sans qu'il ait besoin de se déplacer. Enfin, je ne vais pas vous décrire tout ce qu'on peut faire avec le numérique. Le secteur du commerce et artisanat est complètement très en retard, très en retard dans cette approche. Mais la région va les aider. Non seulement on va aller leur donner des conseils, en plus on va leur faire des prêts à taux zéro pour essayer de bouger. Mais pas que dans ce secteur. Si je prends le commerce, ce n'est pas valable en zone rurale, mais c'est valable dans la moindre ville moyenne. Aujourd'hui, 9% des achats commerciaux se font sur Internet. J'ai été maire pendant 26 ans, je sais ce que me disent les commerçants. Oui, alors ça a d'abord été non aux grandes surfaces, maintenant ça va être non à Internet. Mais de toute façon, vous n'empêcherez pas aujourd'hui les clients d'acheter ce qu'ils veulent, comme ils veulent et où ils veulent. Donc le temps où on était obligé d'aller chez le commerçant du coin parce qu'on n'avait pas moyen de se déplacer est terminé depuis longtemps. Donc il faut répondre aux besoins des consommateurs. Donc le commerce en ligne se développe à toute vitesse pour à peu près tous les produits. Eh bien, il faut que les commerçants se regroupent dans les villes pour faire du commerce en ligne. On va les aider, on va faire un appel à projet là-dessus. C'est beaucoup plus difficile de commerçants de la zone rurale. Mais on est tout à fait ouvert à des dispositifs qui permettraient de développer de façon plus intelligente le commerce ambulant rural. Il y a 4 ans, j'avais demandé une expérimentation avec la Poste sur ce sujet que j'ai jamais pu conduire à bien. Il s'agissait, le facteur qui passe partout, il prenait les commandes grâce au numérique aussi sur un petit appareil. Et ensuite, il transmettait au multiple rural, lequel multiple rural organisait sa tournée et donc savait avant que monsieur Lafont, madame, je ne sais plus comment vous voulez, Roland, elle avait besoin de telle chose et le lui laissait. Ça optimisait les tournées. On n'a jamais pu le mettre en route. Si aujourd'hui il y a des projets de ce type, je suis tout à fait disposé. Au passage, nous aidons les multiples ruraux. Donc,
si on peut faire autre chose, madame, encore plus efficace, moi je suis très ouvert à ça, puisque nous savons très bien que la très petite entreprise est l'une des clés du développement de l'emploi. Elle a besoin de s'adapter, on est là pour essayer de l'adapter, mais il faut aussi que les consulaires s'impliquent davantage qu'ils ne le font. Alors, pour répondre partiellement et très rapidement, les établissements consulaires de l'Allier, Chambre de commerce, les deux chambres de commerce et Chambre de métier, sont des membres fondateurs de l'association et nous travaillons en convention partenariale, triennale, avec le Conseil général et les chambres consulaires. Moi, je suis ravie de voir que la région, effectivement, va permettre la modernisation du commerce, parce que vous avez raison, le e-commerce a tout bouleversé, les modes de consommation ont changé. Bien entendu que c'est que le début. Et c'est vrai aussi que nous devons utiliser, nous avons des atouts, nous devons utiliser cette résistance magnifique qu'ils ont. Alors, il peut y avoir résistance au changement, je suis d'accord, mais il y a aussi une fortement... Peut-être, c'est peut-être assez... Mais il y a aussi une très grande forme de courage et de recherche de tout ça. Donc, je pense que quand on dit agir local, ça participe de cette action locale, ça participe aussi du développement rural dont on parlait tout à l'heure, au travers peut-être de la réhabilitation de certains secteurs. Moi, vous me voyez ravi si effectivement la région s'engage sur l'innovation, sur la démarche, on va dire quelque part pédagogique. C'est extrêmement important, on le sait, sur la démarche pédagogique, et puis sur les partenariats qui peuvent être engagés. Tout à fait. On a d'ailleurs on a fait des appels là, pour réunir toute une série de partenaires pour faire de l'ingénierie auprès de la très petite entreprise. Donc ça démarre au 1er janvier. Nous avons à une échelle importante le Massif central passé une convention avec Maceo qui est un organisme qui regroupe beaucoup de partenaires, notamment les consulaires à l'échelle du Massif central. Et nous finançons, région Auvergne surtout, mais pas les seuls, avec des fonds européens, une action qui démarre, qui va consister à appeler, je ne sais plus combien de milliers de commerçants ou d'artisans, ou de très petites entreprises en général, pour leur indiquer au téléphone, est-ce que vous pourriez aller dans telle ou telle direction, etc. Nous-mêmes, nous mettons en place des coachs web. C'est une innovation de la région Auvergne. La formation, ça va être la formation de jeunes à l'Agence régionale de développement des territoires d'Auvergne, qui vont participer de ce dispositif Maceo, qui vont aussi appeler des très petites entreprises, qui vont leur dire, vous voulez vous approprier le numérique ? Eh bien, on va venir chez vous et on va vous indiquer comment on fait. C'est gratuit, c'est la région qui paye. Donc, vous voyez qu'on part tout à fait dans cette direction, mais je suis en plus ouvert à d'autres propositions que vous pourriez nous faire. Après, on verra si c'est le rôle du Conseil général ou le rôle de la région, parce que la région ne peut pas tout faire non plus. On en est bien d'accord, mais moi, je souhaitais attirer votre attention sur cette expérience et je vous remercie des réponses que vous avez apportées. Et vous me promettez de lire mon rapport d'activité ? Eh bien, il faut que je le trouve, oui. Mais je vous l'enverrai. Voilà. Mais vous savez, il y a peu de choses que je ne regarde pas. Hein. Bon, je ne vais pas vous raconter mes emplois du temps, mais je fais très très attention. Merci. Je vais voir d'autres participants. Bonjour, jeunes gens. Bonjour. Donc, comme vous en doutez, je vais parler de la thématique de la jeunesse. Donc, vous avez fait l'année dernière grande cause régionale la jeunesse. J'aurais voulu savoir quels ont été les résultats suite à ces assises. Et pour une petite expérience personnelle, donc j'ai créé une junior association il y a plus de 6 ans. Donc je ne sais pas si vous connaissez les principes fondamentaux. Et la région m'a contacté pour aller à Nantes il y a 3 ans pour aller aux Journées nationales de la jeunesse. Donc j'y suis allé et je me suis aperçu qu'on était, je crois, la seule région où il n'y avait pas de conseil régional des jeunes. Donc j'aurais voulu savoir pourquoi. Oui, c'est assez facile de répondre à cela. Il n'y a pas de conseil régional des jeunes et je n'envisage pas de le faire, tout simplement parce que c'est le type de structure qui a un volet qui est médiatique, si vous voulez. Mais il y a 47 conseillers régionaux. Imaginez qu'on fasse un conseil jeune à 47 personnes. Il y a 1 400 000 personnes en Auvergne et il y a, rien qu'en lycéen, on doit être à 43 000, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que la représentativité de ces conseillers est quasi nulle. Moi, j'ai eu un conseil municipal jeune dans les premiers, je l'ai fait dans les premiers, puis j'ai arrêté.
Je me suis rendu compte qu'ils représentaient qu'eux-mêmes. Bon. Donc ça ne présente pas d'intérêt. Il faut avoir un vrai dialogue avec la jeunesse. Il ne passe pas par ces structures-là, il passe par autre chose. Alors, justement, nous avons déclaré l'avenir de la jeunesse grande cause régionale en 2009, bien avant que d'autres en prennent conscience de l'importance, et nous sommes dans les travaux pratiques. Et pour bien travailler avec la jeunesse, qu'est-ce qu'on a fait? On a, pendant quasiment 6 mois, organisé des réunions, des contacts, une web radio qui a été une innovation exceptionnelle. On est allé un peu partout, on a invité les jeunes à venir dialoguer avec nous, on a distribué des questionnaires, on a mobilisé tous les moyens des nouvelles technologies, les sites internet, les SMS, etc. On a recueilli des avis et des... en très grand nombre. Ça, c'est de la vraie démocratie, me semble-t-il. Je ne sais plus combien de milliers de recueils d'informations nous avons pu faire. Et à partir de là, nous avons essayé de cibler les priorités de la région. Donc nous l'avons fait au printemps 2010. On dit voilà ce qui remonte du terrain et voilà les priorités qu'on va dégager. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est rendu compte qu'il y avait un énorme problème d'accès à l'autonomie des jeunes. Donc répondre à la problématique de l'autonomie des jeunes, ça a été le pacte jeune adulte. Ce terme recouvre une série d'actions que nous avons mises en œuvre progressivement et nous atteignons à la mise en œuvre totale, là au 1er janvier, avec la carte à puce. Donc première mesure, nous avons créé un portail d'information Internet, Espace Info Jeunes. Enfin, il existait, mais nous avons développé un partenariat avec l'association, mis des moyens financiers. Et aujourd'hui, ce portail Info Jeunes est capable de répondre à 99% des questions que se pose un jeune sur n'importe quel territoire de la région Auvergne. On a voulu, moi je suis très sensible à ça, donner aux jeunes les moyens d'accéder à l'information pour aller vers l'autonomie sous toutes ses formes, par les techniques modernes de communication, parce que ce sont les médias qui marchent avec eux. Le papier, ça fait un moment qu'ils ne le regardent plus. Donc ça ne sert à rien de produire des brochures, des bouquins de toutes sortes. Et puis je pars du principe que trop d'informations tue l'information. Aujourd'hui on est dans un monde d'information et donc plus personne n'est au courant des choses essentielles. Si vous êtes jeune, vous êtes en train de discuter à 3 h du matin avec une copine, un copain sur votre avenir, vous pouvez vous poser des tas de questions sur votre orientation. Vous pouvez aussi essayer de vous demander qu'est-ce que vous allez faire demain en matière de loisirs. Bien, à cette heure-là, le guide, d'abord, vous ne l'avez pas, le guide papier, tandis que si vous allez sur le site internet Espace Info Jeunes, bien, vous allez avoir la réponse. Vous allez même avoir la réponse pour savoir qu'est-ce qu'il y a au cinéma. Vous allez avoir la réponse pour savoir quel est le festival qu'il y a ici ou là en musique. Vous allez savoir quels sont les petits boulots de l'été. Il y en a 1600 actuellement sur le site internet. Vous avez plein de jeunes qui cherchent des boulots. Et ils vous disent, vous n'auriez pas un boulot pour moi cet été? Moi, j'en ai pas, mais sur le site, il y a 1600 offres d'emploi. Voilà. Il y a tout là-dessus. Et s'il n'y a pas tout, parce qu'on n'arrive jamais à tout prévoir, à ce moment-là, on pose la question par écrit sur Internet et on s'est engagé, parce qu'on a mis des moyens humains derrière, à donner une réponse dans les 48 heures. Première mesure. Deuxième mesure, on a parcouru tous les territoires de l'Auvergne. On a été voir les 4 départements, les agglos, les communes. Et on leur a dit, voilà, l'avenir de la jeunesse, grande cause régionale, on va aller dans telle et telle direction, favoriser l'autonomie des jeunes sous toutes ses formes. Est-ce que vous êtes prêts à travailler avec nous, nous accompagner, qu'on ait plus de synergie? Donc tout ça, ça a commencé à aboutir à des mesures territoriales, c'est-à-dire des conventions de territoire, communauté de communes, en l'occurrence, avec la région. Nous venons d'en passer une dans le Cantal, sur Haut-Cantal d'Ordogne, une en Haute-Loire, ça doit être sur Jeune-Loire et ses rivières, me semble-t-il. Il y en a une troisième, je ne me rappelle plus très bien où, c'est en cours. C'est-à-dire qu'il y a des propositions qui vont du transport à la demande, l'accès à la culture des territoires, que nous allons accompagner. Et troisième mesure majeure, la carte Jeune Nouveau Monde, qui se met en route maintenant, qui va permettre, c'est 9 millions d'euros quand même de la région, dans un budget très contraint. Globalement, nous avons dégagé 10 millions d'euros pour les jeunes.
dont 9 pour la seule carte Auvergne Jeune Nouveau Monde, que je pourrais montrer si on me l'apporte, si c'est possible. Je vais vous en montrer un modèle. Depuis hier, on peut sur le site internet savoir si on est éligible au dispositif de cette carte. C'est une carte qui est faite pour aller favoriser l'accès à l'autonomie des jeunes les plus en difficulté. Alors on a été obligé de choisir. Voilà la carte, c'est une carte comme une carte bancaire. Donc il y a une puce là qui porte des informations comme la carte bancaire. C'est Visa avec lequel nous avons, c'est une carte CB. Et voilà, 9 millions d'euros. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avoir? D'abord, il y a tous les étudiants boursiers de l'Auvergne qui peuvent l'avoir. Il y en a 14 500 répertoriés. Il y a tous les jeunes qui sont en recherche d'emploi et qui sont inscrits des moins de 25 ans dans une mission locale, donc suivis par une mission locale. Il y a tous les jeunes de l'école de la deuxième chance. Au total, le potentiel, enfin, les éligibles, c'est 23 000 jeunes. 9 millions d'euros, nous démarrons au 1er janvier. Et pour l'année d'après, comme on a un dispositif très évolutif avec la puce, on propose aux conseils généraux et aux autres de venir nous accompagner. Qu'est-ce qu'on va pouvoir financer avec ça? D'abord, la somme sera, pour ceux qui ont les revenus les meilleurs, mais boursiers quand même, de 200 €, et pour ceux qui sont les plus en difficulté, 600 €, renouvelables chaque année, avec un palier à 350 €. Donc le crédit sera inscrit là. Et avec ce crédit, on ne pourra pas faire n'importe quoi. On pourra accéder à 10 prestations que dans le débat préalable à la mise en place de tout ça, nous avons perçues comme les prestations prioritaires. Ça peut être l'aide pour la mutuelle logement, la santé, qui est un énorme problème, puisque nos jeunes ne se soignent pas correctement parce que ça coûte cher, donc ils vont pouvoir payer ou contribuer à payer la mutuelle santé, payer des leçons de conduite pour accéder au permis de conduire. Bref, il y a 10 prestations. Alors quelqu'un m'écrivait hier, je vois dans mon courrier, oui, mais est-ce que vous ne pourriez pas financer avec ça la coopérative de mai? On ne peut pas tout financer, et notre objectif, c'est l'autonomie. Donc on va aux besoins élémentaires. Bien sûr, les tickets restaurants, etc. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de jeunes étudiants qui n'arrivent même pas à manger correctement. Donc, même si c'est pas cher. Donc ils pourront payer avec ça. Et puis, nous avons toute une série de dispositifs pour favoriser l'accès du jeune de moins de 30 ans, pour le coup, à la création ou à la reprise d'entreprise. C'est-à-dire que nous avons, y compris pour les entreprises, j'ai oublié de le dire à mademoiselle tout à l'heure, une entreprise qui embauche un jeune de moins de 30 ans et qui peut bénéficier d'une aide de la région au titre des créations d'emplois, on double le crédit si c'est un moins de 30 ans qui est embauché. Alors, il y a un dispositif particulier pour la création d'entreprise avec des bourses qui peuvent aller 5 000 €. Hein, c'est pas rien. Vous êtes jeune, vous avez envie de créer votre petite entreprise. Ben, nous, on peut vous apporter 5 000 € plus un dispositif d'accompagnement. Bref, vous verrez sur le site internet un dispositif très très lourd de la région pour favoriser le moins de 30 ans dans la création d'entreprise, dans la reprise d'entreprise, ça concerne tout le secteur du commerce rural, de l'entreprise rurale, etc. Et puis de l'accès à l'emploi salarié. Voilà, donc en fait, on est assez fiers de ce qu'on fait là-dessus. Et puis, bien sûr, il faut qu'on continue le dialogue avec les jeunes. On a fait ce travail à partir d'octobre 2009 jusqu'en février 2010, je vous le disais tout à l'heure, de dialogue sur le territoire. On va essayer de continuer dans cette voie. Mais ça me paraît, pour revenir à votre question initiale, beaucoup plus efficace que de créer un conseil régional jeune qui va certes intéresser 47 jeunes en Auvergne. Je préfère travailler sur 25 000 que sur 47. Hein. Voilà. Là, je suis forcément un peu long parce que ce sujet est majeur. Hein. Bonjour Monsieur le Président, je m'appelle Gaël Rion, donc je préside une association de citoyens qui travaille pour essayer d'associer plus et mieux les citoyens aux décisions publiques qui nous concernent tous. Donc je souhaite vous dire aujourd'hui ma satisfaction de voir des citoyens rencontrer un élu, mais faut pas être naïf, c'est pas suffisant. Et moi ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est qu'on observe de plus en plus donc
un désengagement citoyen face aux grands rendez-vous politiques, face aux grands processus politiques. On observe en parallèle de plus en plus d'actions de défiance vis-à-vis des politiques. On a une vraie perte de confiance dans nos élus, dans ces personnalités qui promeuvent plutôt leur carrière professionnelle par rapport à l'intérêt général. On a aussi des décisions qui sont de plus en plus aberrantes quand on voit les plans d'austérité, quand on voit sur notre région Auvergne l'implantation d'un incinérateur, alors que tout montrait qu'il fallait aller au-delà de l'incinérateur. Moi, ce que j'aimerais vous poser comme question, Monsieur le Président, c'est comment le Conseil régional va aujourd'hui se mobiliser pour traduire cette indignation des peuples qui est en train de venir, aussi en Auvergne, en une vraie démocratie participative, sans instrumentalisation, en dépassant le strict dialogue et la stricte consultation, pour qu'on devienne tous les citoyens des acteurs de notre devenir, de notre destin, de notre région, des acteurs experts au même titre que les autres, des acteurs qui sont capables de prendre en charge la complexité, malgré ce qu'on veut bien nous dire. Donc voilà, quelle politique de démocratie participative pour l'avenir ? Je crois qu'on est en train de démontrer ce matin qu'on essaie d'innover dans la recherche de la participation du plus grand nombre des citoyens. Ce type de débat que nous avons maintenant tous les mois avec la télé, et sous cette forme, c'est la première fois qu'on le fait. On en a fait 3, je crois, débats transmis, et on a été surpris par le succès. Avant, je répondais à des questions qui m'étaient posées par Internet une fois par mois ou 2 fois par mois. Bon, on s'est aperçu qu'il y a eu beaucoup de questions pour les gens pour les jeunes et les moins jeunes qui sont sur les nouvelles technologies, beaucoup de questions sur les gens qui sont préoccupés par le chemin de fer et notamment par la ligne à grande vitesse. Puis tout ça est tombé à un niveau très faible. Donc j'ai demandé à mes collaborateurs d'innover. Et c'est là que je leur ai dit, mais si on allait filmer sur place, qu'on retransmette, bon, ils ont fait le reste. Et donc ils ont imaginé, et j'ai validé ce type de travail. Aujourd'hui, vous êtes là des témoins. Si ça marche, on refera cette opération. Sur la dernière émission de télé que j'ai faite comme ça, qui portait sur la jeunesse. Et en plus, je la trouvais pas bonne, moi, l'émission. Et on n'a pas été bon. Il y en a plus de 10 000 qui l'ont regardé. Vous vous rendez compte ? 10 000. 10 000. C'est énorme. Quelle est l'action citoyenne qui peut mobiliser autant ? Alors je crois qu'il faut utiliser à fond les nouvelles technologies pour aller au plus près des citoyens et les mobiliser en permanence, sous forme de forums permanents, thématiques, etc. Sous forme de ce qu'on fait là, il faut travailler de cette façon. Je pense que les formes traditionnelles de la démocratie représentative ne fonctionnent plus. On l'a évoqué un peu tout à l'heure, vous l'évoquez fortement et je partage ce point de vue. Aujourd'hui, il y a un discrédit du politique, sauf quand on arrive sur une présidentielle, qu'on touche les problèmes de fond de la société autrement. Qu'est-ce qui a discrédité le politique au plus haut niveau ? Les gouvernements qui racontent, enfin les ministres, ils vous revendent 10 fois la même sauce, 10 fois le même crédit qu'on appelle autrement, etc. Bon, moi ça fait un moment que j'écoute plus, hein, parce que je connais, je sais, et je me dis que les gens des citoyens, vous, moi, les gens du peuple, le peuple au sens noble, de toute façon, c'est pas leur problème. Ils ne regardent pas ça, ils ne croient plus ces promesses. Il n'y a que le maire qui garde beaucoup d'audience au niveau de l'opinion publique, et les présidents comme moi de région ou de conseils généraux, c'est pas trop mal. Par contre, les députés, les sénateurs, comme personne ne sait à quoi ils servent, malheureusement d'ailleurs, parce que c'est le fondement de la démocratie représentative. Mais franchement, et là on va tomber sur un problème de fond, sur le renouvellement de la démocratie. Il faut arrêter le cumul des mandats dans ce pays. Vous ne pouvez pas être député, maire, ceci, cela, président de ceci, de ça. C'est pas possible. Moi, j'ai été député, j'ai été maire, j'ai été ministre. J'ai pris la mesure de tout ça. Et là, j'ai fait le choix d'être président de région et que président de région. J'aurais pu être candidat au sénatorial. On m'a sollicité. Je pourrais sans doute être aujourd'hui sénateur et président de conseil régional. Je l'ai refusé. J'ai refusé d'aller aux législatives, etc. Parce que je travaille 12 à 13 heures par jour à la région et que ça me paraît le minimum que je doive à ceux qui m'ont élu.
Quand je vois un député ou un sénateur partir le mardi matin à Paris et revenir le mercredi soir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a assisté à 2 réunions de groupe, à 2 séances de session d'actualité et dans le meilleur des cas, à une, peut-être 2 réunions de commission. Point, il rentre à la maison et il fait sur le terrain un travail nécessaire, certes, de représentation, d'assistante sociale. On vient le voir, on lui pose un problème, il fait une lettre, ça ne résout rien, mais il a quand même fait la lettre. Voilà. On est dans la caricature de la démocratie représentative. Je pense qu'il faut mettre un terme au cumul des mandats. Qu'on exerce successivement plusieurs mandats, c'est excellent pour la formation, mais pas en même temps, c'est pas possible. On ne peut pas être député, sénateur, maire, sauf s'il y en a un village de 500 habitants. Au-delà, c'est déraisonnable, totalement déraisonnable. Je lutte contre ça. Et puis, alors, si on n'a pas le cumul des mandats, si on travaille bien ses dossiers, si on essaie de dire la vérité, de dire on ne sait pas, etc., quand on ne sait pas, et puis quand on prend un engagement de le tenir, ça ira beaucoup mieux. Mais je sens que vous voulez intervenir à nouveau, ce qui est tout à fait légitime. Oui, pardon, Monsieur Il y a le Président. encore un tout petit point que je voulais évoquer, mais on prendra le temps d'écouter la suite. C'est que... Non, mais allez-y, j'y reviendrai après. Allez-y. Donc là, vous nous proposez des solutions, les nouvelles technologies. Effectivement, la démocratie numérique, c'est quelque chose qui est très intéressant. Vous évoquez aussi le cumul des mandats. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est concrètement le conseil régional, les élus du conseil régional, qu'est-ce qu'ils mettent en œuvre? Est-ce que cette problématique de la démocratie participative est très identifiée? Est-ce qu'elle est institutionnalisée? Est-ce qu'il y a une direction de la démocratie participative? Est-ce qu'il y a un budget dédié à la démocratie participative? Quels sont les moyens mis en œuvre, les méthodologies, les outils qui demain vont nous garantir, nous citoyens, d'être associés à la politique régionale? Oui, bien d'abord, il y a une jurisprudence que j'ai créée, pas de parlementaire vice-président de la région. Alors, il y en a qui voulaient l'être, parce que j'ai quand même actuellement 2 députés au conseil régional, 3 avec le député européen. Donc 2 des députés pouvaient être dans l'exécutif. L'un y était précédemment et donc il en est sorti à ma demande. L'autre voulait à tout prix y entrer. J'ai dit non. Je n'accepte pas qu'il y ait un cumul dans les vice-présidents de la région. Voilà. Donc il y en a actuellement des vice-présidents. Il y en a au moins un qui est candidat aux législatives. Eh bien, il sait que s'il est élu député, il ne sera plus vice-président de la région. Ce sera terminé. Alors après, quand vous me dites, malheureusement c'est mon téléphone qui sonne, alors je ne sais pas, c'est pas habituel que j'ai ça, mais voilà, il est parti, puis ça s'est arrêté. Pardon pour nos téléspectateurs. Par rapport à ce que vous me dites, est-ce qu'il y a quelqu'un chargé de la démocratie représentative? Oui, le président. Parce que je pense que c'est mon rôle d'impulser ces évolutions. Je suis à plein temps à la région. Hein. Et heureusement que j'ai une retraite, parce que si en ce moment on dit les indemnités sont trop élevées, je peux vous dire que mon indemnité de président de région est très inférieure à ce que je gagnais quand j'étais en activité professionnelle. Et que si je n'avais pas une retraite à côté, j'aurais un peu de mal, non pas à vivre, mais à maintenir le niveau de vie de ma famille que j'avais avant, ce qui est quand même pas normal. Donc bon, je n'ai pas à me plaindre puisque je suis retraité. Mais voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui... les indemnités des élus qui sont dans la proximité sont faibles et posent beaucoup de problèmes. Donc moi je suis à plein temps à la région et je demande en permanence à mes vice-présidents, on se réunit tous les lundis, de voir comment on peut progresser dans la démocratie participative. C'est un fil rouge de notre action. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me dise c'est comme ça qu'il faut faire. Non, on a ensemble, le président et les vice-présidents, on se réunit tous les lundis. On est quasiment la seule structure de cette importance à faire ça. Tous les lundis matins, nous passons en revue tous les problèmes qu'il y a et les décisions qu'il faut prendre. Et l'aspect communication, dialogue avec la population est quelque chose de, pour nous, le fil rouge qu'on retrouve en permanence. Si vous regardez comment nous avons modifié notre politique de communication-information depuis 2008, c'est spectaculaire. Nouveaux emplois. Nous avons développé un dialogue qui a duré plusieurs mois sous le terme graines d'emploi avec la population.
On a eu des centaines et des centaines de chefs d'entreprise qui sont venus dialoguer avec nous dans tous les départements pour dire voilà les évolutions des métiers, voilà les nouveaux métiers qui se profilent. Et tout ça pour nous permettre d'adapter l'appareil de formation auvergnat. Nous avons eu les jeunes. Je vous l'ai dit, on est allé partout. Je crois que c'est 7 ou 8 000 jeunes qu'on a dû toucher dans cette période. Et on a convié tout le monde, hein, avec tous les moyens disponibles pour qu'ils nous disent ce qu'ils souhaitaient. Voilà, donc le budget, la communication de l'Auvergne, elle est entièrement fondée là-dessus. Et le point que vous avez évoqué tout à l'heure, quand vous dites les hommes politiques ou les femmes politiques ne sont plus crédibles, me soucie particulièrement parce que vous avez dit qu'ils sont plus soucieux de leur devenir personnel que de la mission qu'ils ont reçue. Et malheureusement, vous avez souvent raison. Malheureusement, vous avez souvent raison. Par rapport à ça, moi, je suis très à l'aise parce que j'ai toujours refusé de n'avoir qu'une activité politique de façon à ne pas être dépendante de cette activité politique. Je vous parlais de ma carrière professionnelle. Je l'ai poursuivie jusqu'à l'âge de 63 ans et je ne me suis arrêté que lorsque ça devenait totalement impossible de l'assumer en même temps que la responsabilité de président de région. Autrement, avant, j'ai toujours veillé à avoir une carrière professionnelle. Je pouvais être battu aux élections, ça ne me gênait pas, je n'avais pas de difficultés. Et je crois que ça pose plus globalement le problème du statut de l'élu, parce que si on a un bon statut de l'élu qui permette un retour à l'emploi sans difficulté, on n'aura plus des élus qui courent après la pérennité de leur mandat et qui refusent d'affronter les vrais problèmes. Parce que si on veut travailler correctement, si on veut faire du bon boulot pour la société, il faut prendre plus de décisions difficiles, impopulaires, que de décisions populaires. Je vais prendre, si j'ai encore quelques instants, je ne sais pas, 2 minutes. Mais ça concerne vraiment l'Auvergne, l'agriculture. Aujourd'hui, il y a l'approche démagogique vis-à-vis de l'agriculture, populiste, qui consiste à dire les agriculteurs ont des difficultés, viennent de connaître la sécheresse, il faut faire un chèque. Et il y a une approche qui est la préparation de l'avenir, c'est la mienne. Je refuse de répondre à ces demandes conjoncturelles non fondées. Par contre, je prépare l'agriculture au changement climatique. 9 février, il y aura un séminaire en Auvergne avec l'Institut national de la recherche agronomique qui va dire voilà les problèmes climatiques qui se posent, quelle est la répercussion sur le modèle agricole de l'Auvergne, voilà comment il faut le faire évoluer. Ne croyez pas que c'est populaire. C'est pas populaire parmi les agriculteurs. Je préfère que je leur réponde vous avez 500 € à la fin du mois. Mais non, je ne veux pas répondre. Je veux les préparer à demain. Depuis des années, la région se bat pour développer l'agriculture bio avec peu de succès ou pas assez. Nous avons 1000 exploitations agricoles dans le bio aujourd'hui. Et pourquoi il n'y en a pas plus? Parce que le modèle agricole dominant, parce que tous ceux qui font tourner l'agriculture, du syndicalisme, les consulaires, etc., il n'y a que quelques mois à peine qui découvrent enfin qu'il faut véritablement développer le bio. Pourtant, quand vous buvez du lait bio en Auvergne, il a 90 chances sur 100 de venir d'Allemagne. On n'arrive pas à répondre à la demande du consommateur. Et nous avons à côté de ça le producteur de lait de la Haute-Loire qui n'arrive pas à vivre, qui vend son lait à un prix dérisoire. Vous regarderez combien sont en bio. Eh bien, on les aide, nous, à y aller. Mais si le modèle dit non, eh bien, voilà, c'est un exemple. Nous allons, nous, à contre-courant parce qu'on prépare le futur. J'ajoute un tout petit dernier mot. Sur la ligne à grande vitesse, quand nous prenons au niveau de la région Auvergne un tracé le plus au sud et le plus à l'ouest possible en disant après la ligne Paris-Orléans-Clermont-Lyon qui va arriver en 2025, il y en a une autre de prévue derrière qui s'appelle le barreau Est-Ouest, c'est du jargon techno, ça veut dire relier la façade atlantique à l'Europe de l'Est. Eh bien, si on anticipe ce qui se produira dans 30 ans ou 40 ans, eh bien, il faut impérativement que la ligne Paris-Orléans-Clermont-Lyon passe le plus à l'ouest et le plus au sud possible. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le barreau Est-Ouest qui relie la façade atlantique à l'Europe de l'Est, il passera en Auvergne. Il passera au niveau de Montluçon. Et donc, c'est l'occasion de rendre à cette ville une prospérité qu'elle a perdue. Je n'arrive pas à faire comprendre cela. Je n'arrive pas à faire comprendre cela. Le maire de Moulins ne parle que de Moulins. Il veut que le train à grande vitesse il passe au milieu de la gare de la ville de Moulins. Comme s'il s'y arrêtait. Il n'y a pas de quoi remplir 7 trains à grande vitesse à Moulins chaque jour. Bon, donc on va ralentir le train si c'est ça qui est choisi. On a une incapacité de trop d'élus
je pense que c'est pas une incapacité intellectuelle, je ne crois pas, à visionner ce qui peut se passer dans 30 ou 40 ans. Moi, je considère que notre rôle, c'est de préparer ce qui va se passer dans 30 ou 40 ans, pour autant qu'on le sache. Alors, on ne le sait pas forcément. S'agissant d'une grande vitesse, on le sait. Un dernier mot. Le temps du politique n'est pas le temps du citoyen. Et ça, c'est une des grosses difficultés de la démocratie aujourd'hui. Vous avez des élections, des gens qui souffrent, qui attendent, des élections présidentielles, j'entends, qui attendent une réponse à leurs problèmes. Ils ne peuvent pas... C'est impossible qu'ils aient la réponse à leurs problèmes dans le temps où ils l'espèrent. Impossible. Vous avez la réforme territoriale, qui n'est pas la chose la plus attendue, mais qui quand même... Bon, ben rien que ça... Non, prenons la réforme fiscale, plus exactement. La réforme fiscale indispensable dans ce pays pour introduire de la justice. D'accord ? Eh bien, si le candidat que je soutiens gagne le 6 mai, il fera en priorité la réforme fiscale dans l'été 2012. Il y a déjà minimum 2 mois de discussion au Parlement. Et ensuite, il faut la mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas la moindre répercussion avant plutôt 2014. Et qu'est-ce qu'ils vont dire, les citoyens sur le terrain? Ils vont dire, mais il ne s'est rien passé, qu'est-ce qu'il fait ce gouvernement? Il ne fait rien, etc. Le temps du politique n'est pas le temps du citoyen. Et ça, c'est terrible, terrible, terrible. Peut-être que si on commençait à l'école à reprendre les fondamentaux de l'instruction civique et montrer que de toute façon, quand on change quelque chose, ça ne peut pas avoir de répercussions immédiates, ou alors c'est une dictature. Poutine, il peut exécuter le lendemain ce qu'il a décidé la veille. Oui. Mais nous, on ne peut pas. On a une démocratie, il y a des procédures à respecter, le Parlement, vérifier si c'est régulier, si c'est constitutionnel, etc., etc. Et puis ensuite, il faut le mettre en œuvre. Voilà, donc je pourrais encore parler longtemps de ça. Je suis très heureux que vous posiez ces problèmes. Moi, je fais de la politique par conviction, pas par intérêt. D'ailleurs, mon avenir, il est derrière moi, vous savez. Bien, bah écoutez, merci beaucoup. Monsieur le Président, je vais vous demander de me rejoindre pour conclure ce rendez-vous donc inédit, comme vous l'avez rappelé, avec, je le rappelle quand même, les lecteurs du magazine régional l'Auvergne-en-Grand. Un petit mot de conclusion, et ça rebondira sur la dernière question de notre participant. Au vu de l'exercice, Monsieur le Président, est-ce que vous êtes prêt à le reproduire ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est très intéressant et que c'est une épreuve de vérité parce que il y a là des citoyens qui posent leurs problèmes. Bon, ben moi, ça me va très bien. J'apporte les réponses que je pense pouvoir apporter. Je n'ai pas réponse à tout. J'ai une vision, ça c'est sûr, avec l'expérience sur à peu près tous les problèmes, mais je n'ai pas une réponse sur tout. Mais je sais où va la région Auvergne et comment elle y va. Je le sais en termes de méthode. Le problème de gouvernance et de démocratie participative que nous avons évoqué le démontre. J'aurais pu ajouter que nous avons une multitude, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, en tout cas plus de 10 premiers prix de communication, etc., qui nous sont décernés pour nos méthodes innovantes. Cette gouvernance est fondamentale, il faut être le plus près possible des citoyens. La méthode traditionnelle ne marche plus, la démocratie représentative ne marche pas, le papier journal, ça ne marche pas parce que les jeunes ne les lisent pas, les réunions publiques, il n'y a plus personne, donc il faut utiliser d'autres moyens. On en a mis en place un certain nombre, il y en a d'autres à inventer. Un débat comme celui-là, je crois, apporte, parce que si ceux qui sont là le trouvent intéressant, ils en parleront. Si ceux qui nous regardent le trouvent intéressant, ils en parleront. Et si la diffusion par Dailymotion est aussi importante que celle qu'on a connue pour l'émission sur la jeunesse, eh bien, on aura de plus en plus de personnes qui seront sur ces rendez-vous mensuels. Et puis peut-être qu'on pourra l'élargir ensuite à d'autres. Bah écoutez, merci beaucoup Monsieur le Président, merci Mesdames et Messieurs d'avoir bien voulu participer tout au long de cette matinée à ce rendez-vous. Donc comme vous le mentionnez, il était rediffusé en direct sur le site internet de la région et sur le site de la télé lycéenne du lycée de Monistrol. Donc encore un acte citoyen pour préparer l'avenir des jeunes, et donc rediffusé sur le compte de la région sur Dailymotion. Donc le prochain rendez-vous sera en 2012, au mois de février. Donc d'ici là, il nous reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Ah ben bien sûr, je souhaite aussi de très bonnes fêtes de fin d'année à tous nos participants et puis à tous les téléspectateurs. Et puis bien sûr une année 2012 qui apporte ce que
Nous attendons en majorité en France plus de justice, plus de solidarité et plus de bonheur.